nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur les fiches. J'espère que vous l'avez vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des meilleurs pièges de QCM. C'est parti! J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Comme on se retrouve pour la deuxième partie des meilleurs pièges de QCM, c'est-à-dire qu'on va parler des matières du deuxième semestre et les pièges qu'il y a eu au concours. Bien sûr, je me suis basée sur ces pièges-là et aussi sur les pièges que j'ai vus dans des annales et des QCM pour pouvoir varier les pièges que vous allez avoir. Tout d'abord, on commence par l'UE1, l'UE anglais. Pour moi, il n'y avait pas de piège énorme étant donné que vraiment les questions qu'ils nous posent sont pas compliquées et vraiment c'est du par cœur par rapport au cours et même ils mettent des QCM sur Formatoile et j'ai vu certaines réponses qui étaient dans les réponses qu'on avait sur Formatoile. Donc des fois ils mettent les mêmes QCM. Les seuls pièges que j'ai pu relever, c'est le fait qu'il y avait une seule réponse par question et le fait qu'il n'y ait pas de E. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 5 propositions, mais 4 propositions. Donc, c'était A, B, C, D et c'est tout en fait. Donc, si vous aviez mis un E, c'était un peu bizarre. Donc, voilà. Ensuite, on a l'UE11, l'UE embryologie, où les pièges qu'il y avait, c'était sur les schémas qui étaient à connaître, comme par exemple le blastocyste renversé. Je vous avais parlé de ce piège dans une autre vidéo. On a aussi des schémas sur les embryons à différentes semaines de développement. Et aussi sur les voies génitales, masculines, féminines, etc. Ensuite, les pièges qui tombent aussi, ce sont des pièges sur les dates. Exemple, la cavitation vers J3, ce qui est faux, car la cavitation se situe vers J5. Étant donné qu'à J3, le blastocyste est encore dans les trompes utérines. Ensuite, on a eu un piège sur la date de l'implantation qui, selon eux, se terminait vers J7, ce qui est faux car l'implantation commence vers J6 et se termine vers J12. Donc, elle ne se terminerait pas à J7 mais commencerait à J7. Ensuite, on a eu aussi des pièges sur la période embryonnaire. Ce piège, il est assez fin et assez redoutable étant donné que la période embryonnaire correspond aux 2 premiers mois de développement de l'embryon et non les 3 premiers mois. Parce qu'à la base, on sait si c'est une fille ou un garçon au 3e mois, donc on pourrait penser que la période embryonnaire se compose des 3 premiers mois, sauf que c'est faux, elle est constituée des 2 premiers mois de développement. Ensuite, on a l'UE12 avec tout ce qui est histologie. Il faut connaître le moyen d'analyse de certains tissus ou cellules. En piège, on avait l'analyse de la matrice extracellulaire, écrit MEC, se fait par apposition, ce qui est faux, étant donné que l'apposition est utilisée pour les prélèvements cytologiques, c'est-à-dire l'analyse de cellules. Étant donné que la matrice extracellulaire ne fait pas partie des cellules mais du tissu, on va donc analyser la matrice extracellulaire par biopsie ou exérèse et non apposition. Donc, la seule façon d'étudier la MEC, c'est par prélèvement histologique. Ensuite, il faut donc connaître chaque tissu, c'est-à-dire tout ce qui est tissu sanguin, adipeux, épithélio-nerveux et conjonctif. Et ils aiment bien faire des pièges dessus ou des pièges à l'intérieur même de chaque tissu. Donc, il faut faire attention. Et dans les tissus adipeux, on avait un piège par rapport aux adipocytes multiloculaires vs uniloculaires. Donc, il faut vraiment savoir la différence entre les deux. Par exemple, l'adipocyte uniloculaire, il est plus volumineux, il a un noyau périphérique et il a moins de mitochondries que l'adipocyte multiloculaire. Ensuite, en UE13, on avait un piège sur le potentiel de repos d'une cellule cardiaque ou myocardique, c'est la même chose, où il nous disait que ce potentiel était positif, ce qui est faux, étant donné que le potentiel il est négatif, car il est à moins 90 millivolts. Ensuite, on avait aussi des pièges sur les effets déterministes vs stochastiques. Ce sont les pièges qui sont en radiobiologie, radioprotection, où du coup, il fallait savoir les caractéristiques entre chaque effet. Et ici, on nous disait que les effets déterministes et stochastiques ont les mêmes doses seuil d'apparition pour tous les organes. Déjà, le fait qu'ils aient les mêmes doses seuil, c'est assez bizarre. Donc moi, j'aurais déjà dit que c'est faux. Et en plus, les effets stochastiques n'ont pas de dose seuil. Donc en fait, il y avait environ 2 pièges dans la même question.
Ensuite, on nous parle des brûlures, des sarcomes, c'est-à-dire des cancers. Et on nous dit que la survenue de brûlures cutanées est caractéristique des effets stochastiques, ce qui est faux. C'est caractéristique des effets déterministes. Et on nous dit que les sarcomes sont caractéristiques des effets déterministes, ce qui est faux, car ils sont caractéristiques des effets stochastiques. Pour savoir quelles sont les différentes apparitions de phénomènes, il faut se dire qu'en fait, les effets stochastiques ont une apparition bien plus tardive et c'est tout ce qui touche au cancer, tandis que les effets déterministes, c'est tout ce qui est brûlure, les effets cutanés, car ils ont une apparition limite quasi immédiate. Et pour finir, il y aura aussi des pièges de calcul et de formules étant donné qu'on est en physique. Yes! Ensuite, on passe à l'UE 15, tout ce qui était biochimie. On avait des pièges vraiment assez basiques, on les retrouve beaucoup. C'est tous les pièges sur l'hémoglobine. On nous dit que l'hémoglobine est un hétérotétramère de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes gamma, ce qui est faux, étant donné que c'est un hétérotétramère de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes bêta et non gamma. Attention! On nous parlait aussi des maladies du sang telles que la méthémoglobine, où on nous disait que la méthémoglobine, c'est la réduction du fer de l'état F3+ en F2+, ce qui est faux, car c'est la réduction du fer de l'état F2+ en F3+, car l'état Fe2+, c'est le bon. Okay? Après, on vous parle de tout ce qui est drépanocytose, etc., etc. Étant donné qu'on est en biochimie, on aura tout ce qui est réaction. Là, je vais vous faire un exemple de réaction qu'on a eu avec les éléments manquants. Je vous avais déjà fait une vidéo assez semblable sur l'UE7 où on apprenait les métabolismes. C'est un peu la même chose. Donc ici, on a la première phase de la voie des pentoses phosphates et c'est le segment oxydatif. Donc, on commence par du glucose 6-phosphate qui est transformé en 6-phosphogluconolactone qui lui va être transformé en 6-phosphogluconate et finalement, celui-ci va être transformé en Y plus CO2. Donc, les éléments manquants, c'était E1, la première enzyme, E2, la deuxième enzyme. Ensuite, on avait tout ce qui était chiffres, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais vous donner les questions qu'on a eues, les 5 questions qu'on a eues au concours par rapport à cette réaction. Déjà, on ne nous disait pas que c'était la première phase, c'est-à-dire la phase oxydative de la voie des pentoses phosphates. Ça, on ne nous l'a pas dit, il fallait le savoir. Donc, les questions, c'est petit a, cette réaction est réversible. C'est faux, elle est irréversible. Ensuite, cette réaction produit de l'ATP, c'est faux, elle ne produit pas d'ATP. En C, on nous a dit que le 3 et le 4, c'était du NADH, ce qui est faux, c'est du NADPH. C'est l'une des caractéristiques de la voie des pentoses phosphates, c'est-à-dire qu'elle produit du NADPH. Donc ça, vraiment, c'était à savoir. Ensuite, on nous disait que Y, le produit formé à la toute fin, c'était du ribulose 5-phosphate, ce qui est vrai. Et ensuite, on avait E1, la première enzyme, est activée par le composé 2, ce qui est faux, elle est inhibée par le composé 2. C'est comme dans la vidéo où je vous ai dit que l'ATP était inhibiteur de la glycolyse, car il est produit, c'est la même chose en fait. Comme ici, le composé 2 est produit, il va être en excès au bout d'un moment, donc il va arrêter, c'est-à-dire inhiber la réaction. Mais c'est un peu le même principe. Au final, la seule réponse qui était bonne, c'était la réponse D. Ensuite, on passe à l'UE16, tout ce qui est médicaments, réactions aussi. On avait les réactions d'ordre 0, 1 et 2 à savoir et aussi les caractéristiques de chaque réaction, c'est-à-dire la loi de vitesse, la représentation graphique, le temps de demi-réaction, la constante de vitesse, etc. Donc là, on a eu un schéma d'un graphique caractéristique de l'ordre 0 et on nous demandait est-ce que la constante de vitesse, c'était bien cette formule qu'on nous proposait. Donc, on avait K est égal à concentration de X0 moins concentration de X sur T. Et c'était bien vrai, car c'est la formule de la constante de vitesse de l'ordre 0. Donc, c'était vrai. Ensuite, étant donné qu'on est en UE16, il y a aussi les réactions avec les alcools, les amides, les amines, etc. Donc, on a eu une réaction. Et on avait des éléments manquants. Ici, on a la formule du 4-éthylhep3N. Bien sûr, on ne nous avait pas dit quel élément c'était, il fallait le savoir. Qui va être transformé en quelque chose.
grâce à du HBr. C'est la première réaction. Là, je vous ai donné le produit de cette première réaction. Bien sûr, c'était un point d'interrogation et il fallait savoir ce que ça devient. Donc ici, le produit qu'on a obtenu, c'est le 4-bromo 4-éthylheptane. Donc, dans l'une des questions, on nous disait, oui, est-ce que le composé formé lors de la réaction 1, c'est du 4-bromo 4-éthylheptane, ce qui était vrai, voilà. Et on nous disait aussi, est-ce que la réaction 1, c'était une addition nucléophile, ce qui est faux, car la réaction 1, c'est une addition électrophile. Je vous avais déjà dit ça dans les pièges de QCM, dans la première partie, en UE 14, c'était un peu le même principe. Ils font beaucoup de pièges entre substitution nucléophile, électrophile, addition, élimination, etc. Donc c'est un peu le même principe. Ensuite, en UE 16, on avait aussi tout ce qui touchait aux médicaments en eux-mêmes, c'est-à-dire la forme galénique. Forme galénique, c'est-à-dire est-ce que c'est une pilule, est-ce que c'est une gélule, est-ce que c'est une solution buvable, etc. On nous disait qu'un inhalateur à poudre contient un gaz propulseur, ce qui est faux, car un inhalateur à poudre ne contient pas de gaz propulseur. On peut vraiment se tromper dessus, on peut penser que c'est comme la ventoline, sauf que non en fait, lorsqu'il y a de la poudre, on n'aura pas de gaz propulseur. Ensuite, on nous disait que l'administration d'un suppositoire par voie rectale permet d'éviter le premier effet de passage hépatique. Bon, je ne sais pas si vous comprenez... D'ailleurs, je pense que vous ne comprenez pas trop le sens des questions, mais vous allez voir au fur et à mesure de vos cours quels sont les pièges et vous allez comprendre c'est quoi le premier effet de passage hépatique, etc. Donc ici, on nous disait que l'administration de suppo permet d'éviter ceci, ce qui est faux. À cause des veines hémorroïdales supérieures, non inférieures, on ne va pas éviter l'effet de premier passage hépatique à cause de ces veines-là. Ensuite, on passe à l'UE 17, la plus belle UE du monde. On nous parlait beaucoup de tout ce qui est anatomie et ensuite tout ce qui était unité fétale. Donc en anatomie, il y a beaucoup de pièges. C'est limite les pièges les plus récurrents. Ça tombe chaque année. C'est tout ce qui est ouverture inférieure du pelvis ou le détroit supérieur, etc. Donc on nous disait que l'ouverture inférieure du pelvis correspond au détroit moyen, ce qui est faux. Il correspond au détroit inférieur. Ensuite, on nous dit que le détroit supérieur est un espace de transition entre le grand et le petit bassin, ce qui était vrai. Ensuite, on a des schémas aussi sur les testicules, etc. Là, au concours, on a eu un schéma de testicules en vue médiale et il fallait savoir chaque élément. On peut aussi avoir des schémas sur le placenta ou même des fœtus. Sur le placenta, on a eu des questions sur ses caractéristiques. Il y a 5 caractéristiques à savoir. Je vais vous faire la vidéo des moyens mémotechniques où je vais vous donner un mémotechnique pour pouvoir apprendre ces 5 caractéristiques. Donc ici, on avait les 5 caractéristiques qui étaient soi-disant le fait que le placenta était hémocorial, décidual, diffus, pseudocotylédoné et épithéliocorial. Les réponses qui étaient fausses, c'était diffus et épithéliocorial, car c'était faux. Le placenta, il est discoïde à la place de diffus et allantochorial à la place de épithéliocorial. Voilà. Ensuite, on nous disait que l'alcool ne traverse pas la barrière placentaire au premier trimestre de grossesse, ce qui est faux. On pensait vraiment que le placenta, c'était vraiment une barrière entre la mère et le fœtus, sauf que c'est faux. On s'est rendu compte qu'avec le temps, le placenta, c'était vraiment une passoire. Si on voulait comparer le placenta à quelque chose, on dirait que c'est une passoire et du coup, ça laisse passer les médicaments, l'alcool, etc. Ensuite, on passe à l'UE 20 avec l'histoire des médicaments surtout, où on nous posait des questions sur le père de la pharmacie, le père de la médecine, etc. Donc, il faut savoir les 3 principaux noms qui sont Hippocrate, Galien, Paracelse. Et Hippocrate, c'est le père de la médecine et de la pharmacovigilance. Galien, c'est le père de la pharmacie. Après, il y a d'autres caractéristiques en fonction de ces noms-là. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment à savoir. Et aussi, Paracelse, c'est le père de la toxicologie. Et lui, on avait eu une question sur lui où il fallait savoir qui disait que la dose fait le poison. Et du coup, c'était Paracelse. On nous avait donné une liste de prénoms et il fallait savoir qui fait quoi. Ensuite, en UE 20, on étudie tout ce qui est cible et mécanisme d'action des médicaments. Une question très compliquée qu'on a eue, je trouve quand même, c'est le fait qu'on nous dise que l'inhibiteur irréversible de la pompe H+, K+,
ATPase diminue le pH de l'estomac. Avant de vous dire pourquoi cette pompe qui est censée être inhibitrice va diminuer le pH, pourquoi c'est faux, je vais un peu vous expliquer le principe de cette pompe et du fait qu'elle soit inhibitrice. Lorsqu'on pense à inhibiteur, on a tendance à penser que ça va diminuer les concentrations, ça va arrêter la réaction, donc il y aura beaucoup moins de choses. Sauf que là, on vous parle du pH. Le pH, il fonctionne en sens inverse. Plus on diminue le pH, plus le milieu sera acide. Et plus on augmente le pH, plus le milieu sera basique. Dans l'estomac, on sait qu'il y a un pH acide à la base. Donc en fait, cet inhibiteur, il est censé augmenter le pH et pas le diminuer. Sinon, votre estomac il sera encore plus acide et c'est pas bon en fait. L'inhibiteur, au lieu de diminuer le pH dans cette situation, il va venir augmenter le pH, ok? Ensuite, il fallait savoir tout ce qui est définition entre pharmacocinétique et pharmacodynamie. Ça tombe beaucoup et savoir du coup chaque caractéristique. Je vous conseille de faire un tableau pour que ce soit plus simple. Donc, la pharmacocinétique, c'est le devenir du médicament dans l'organisme, tandis que la pharmacodynamie, c'est l'action du médicament sur l'organisme. Ok? Je recommence aussi d'une manière un peu plus simple. La pharmacocinétique, c'est l'organisme qui agit sur le médicament, tandis que la pharmacodynamie, c'est le médicament qui agit sur l'organisme. D'ailleurs, j'ai un bon mémotechnique entre pharmacocinétique et pharmacodynamie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, car c'est important. Ensuite, en IE21, c'est tout ce qui est anatomie un peu plus poussée. On nous avait dit que le muscle deltoïde, c'est le muscle du galbe de l'épaule, était triangulaire à base inférieure, ce qui est faux. C'est un triangle à base supérieure. Si vous regardez, là, vous faites un triangle et vous voyez bien que la base, elle est au-dessus, c'est-à-dire supérieure et non inférieure. Un piège un peu semblable, c'est celui sur le sacrum. On nous dit que le sacrum était un triangle à base inférieure, c'est-à-dire qu'il serait comme ça, ce qui est faux, car le sacrum, c'est un triangle à base supérieure, ici. Ensuite, on nous parle aussi beaucoup de l'articulation scapulo-humérale entre la scapula et l'humérus du coup. Il y a beaucoup de pièges sur tout ce qui est tendons. Est-ce qu'ils sont intrasynoviales, extrasynoviaux? Est-ce qu'ils sont intracapsulaires, extracapsulaires? Il y a beaucoup de pièges dessus. Donc faites attention et surtout savoir les exceptions. Ensuite, dernier petit piège, c'est celui sur la première vertèbre cervicale, c'est-à-dire C1, qui est aussi nommé Atlas. D'après la mythologie, il y avait un homme qui s'appelait Atlas qui portait la terre sur ses épaules en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont appelé la première vertèbre cervicale Atlas, tout simplement. Donc dans le concours, on nous avait dit que C1 présentait un processus épineux, ce qui est faux. La première vertèbre cervicale ne possède pas de processus épineux. Je crois que je vais vous mettre une photo, comme ça vous allez voir. Ensuite, en IE25, on a tous les pièges qui parlent des os du crâne. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter le petit crâne ici. Je vous l'ai mis dans les fournitures scolaires et franchement, je le conseille quand même. C'est plus facile pour apprendre les différents os du crâne et les foramen. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je vous le conseille, surtout dans cette matière. Ou si vous allez faire l'UE 18 pour ceux qui feront dentaire. Donc voilà. Donc, on avait des pièges sur les os du crâne. On nous a dit que l'os sphénoïde faisait partie de la face. Donc, je vais vous le montrer. L'os sphénoïde, c'est l'os qui est en rouge ici. Celui-là nous disait qu'il faisait partie de la face, ce qui est faux. Il fait partie, par exemple, de la base du crâne et non de la face. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter le crâne, car je visualisais beaucoup grâce aux couleurs le crâne. Donc quand j'avais des questions, j'essayais de fermer les yeux et je me disais ah oui en fait l'os il est là, il n'est pas dans la face, enfin etc. Ensuite il y avait beaucoup de pièges sur les nerfs. Ici on nous disait que le nerf facial est un nerf exclusivement moteur, ce qui est faux, c'est un nerf qui est mixte. De toute façon je vous avais dit que dès qu'il y a toujours exclusivement, il fallait bien se méfier et limite relire la question 2 fois parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. On
On avait aussi des schémas. Ici, on a eu la structure du testicule et de l'épididyme, le testicule droit en coupe sagittale. Et aussi, vous pouvez avoir des schémas sur l'utérus, les ligaments, la vascularisation du pelvis. Ah ouais, surtout faites attention à la vascularisation du pelvis, car elle est à savoir. Une question qu'on a eue, c'est l'artère iliaque interne passe en avant de l'urétère, ce qui est faux, car l'artère iliaque interne passe en arrière de l'urétère. Si vous avez l'image en tête, vous pouvez voir ceci plus facilement. Donc tout ce qui est vascularisation avec les artères, les veines et même le système lymphatique, il faut le savoir. Il nous reste 2 matières, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. En SDV1, le principal piège, et vraiment c'est un piège méchant qu'on a eu, c'était par rapport à la consigne. Donc relisez bien les consignes et faites attention pour ne pas répondre trop vite. Car en SDV1, on avait des questions négatives. C'est-à-dire qu'on nous disait quelles sont les propositions fausses. Et encore, ils ont été gentils parce qu'ils ont écrit fausse en majuscule. Donc voilà. Et aussi, on avait des questions à une seule réponse. Donc faites attention. On avait aussi des schémas. Les schémas sur l'appareil digestif, circulatoire, respiratoire des animaux. Et l'une des questions qu'on a eues, c'est l'appareil circulatoire clos, c'est-à-dire fermé, est caractérisé par les artères débouchant en cul-de-sac dans l'hémocèle. Ce qui est faux, c'est caractéristique de l'appareil circulatoire ouvert. L'appareil circulatoire fermé, il va vraiment faire la séparation entre le secteur vasculaire et le secteur interstitiel. Et ensuite, une des questions qu'on a eues, c'est chez les insectes, il fallait savoir s'il y avait plusieurs cœurs ou non et le système circulatoire qu'il y a. Chez les insectes, il faut savoir par exemple qu'il y a plusieurs cœurs à parois étirables, c'est-à-dire diastole active. Et pour finir, en SDV2, on avait tout ce qui est définition et caractéristiques des éléments. Par exemple, on va vous poser des questions sur les spores, les chloroplastes. Escherichia coli, c'est la bactérie la plus connue. Des questions aussi sur les écosystèmes et les mitochondries, etc., etc. Un peu tout ce qui est caractéristique des cellules. Par exemple, on va vous dire que les spores sont des cellules sans noyau, ce qui est faux, elles ont un noyau. Et aussi savoir que les spores sont haploïdes et non diploïdes. Dernière question qui est assez forte et assez piégeuse. Franchement, tout le monde peut tomber dedans. Elle est assez bien faite. Franchement, félicitations. Du coup, on nous disait que la racine permet l'absorption de matière organique à partir du sol. Ce qui est faux, car les racines permettent l'absorption de matière minérale et non organique, car la matière minérale va être transformée en matière organique pour nourrir la plante. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter si vous avez des idées de vidéos. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.